Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des tableaux avec le langage JavaScript. Alors les tableaux sont simplement une structure de données qui vont nous permettre de stocker et de représenter nos données de manière ordonnée. Les données peuvent être de n'importe quel type, donc ce qui veut dire à l'intérieur d'un tableau je peux stocker plusieurs valeurs qui ne sont pas du même type. Donc je peux stocker des chaînes de caractères, des booléens, des nombres, des objets, des tableaux, etc. etc. Et aussi, le principal intérêt d'utiliser des tableaux, mis à part le fait d'ordonner et de stocker dans un seul et unique endroit ces données-là, c'est que le JavaScript va nous offrir des fonctionnalités, des méthodes, donc ce qui veut dire des programmes qu'on pourra appliquer sur nos tableaux afin de manipuler ces données-là de manière simple, efficace et rapide. Voilà. Donc pour créer un tableau, techniquement, JavaScript, vous avez deux façons de le faire. Donc vous avez cette syntaxe, hein, par exemple new array, hein, ce qu'on appelle la syntaxe constructeur, et là vous mettez vos valeurs, par exemple là je mets arbitrairement des nombres, 1, 2, 3, je peux stocker le résultat dans une variable, je vais appeler list, et grosso modo je peux loguer ça à ce niveau-là. Donc ici je vais utiliser Node.js, donc si vous avez Node.js vous pouvez exécuter, mais si vous n'avez pas Node.js, vous pouvez créer un fichier HTML, faire la liaison HTML JavaScript et balancer ça sur votre navigateur, vous aurez le résultat au niveau de la console de votre navigateur. Donc là, je vais mettre nodeindex.js et je vois que je viens de créer un tableau très facilement avec cette syntaxe de constructeur. Donc la deuxième façon de faire, c'est utiliser ici la syntaxe des crochets. Ici, je vais mettre les mêmes valeurs, 1, 2 et 3. Et je vais loguer la même chose, donc la liste 2. Voilà, donc quelle syntaxe utiliser? Partez directement sur cette syntaxe-là qu'on appelle la syntaxe littérale parce qu'elle est beaucoup plus simple, hein, donc vous voyez que déjà c'est moins verbeux. Voilà, j'utilise des crochets et tout va bien. Et aussi d'un point de vue performance, c'est plus performant. Donc pour le reste de la vidéo, je vais utiliser la syntaxe des crochets. Comme j'ai dit, les tableaux fonctionnent de manière ordonnée. Donc ce qui veut dire que en interne, il y a un système qui permet d'ordonner les valeurs qu'on stocke au niveau de notre tableau. Et ce système-là s'appelle le système d'index. Et le système d'index commence toujours à la position 0 ou à la valeur 0. Donc ce qui veut dire que moi, si au niveau de mon tableau, il n'y a qu'une seule valeur qui m'intéresse, imaginons la première, j'ai la possibilité de la récupérer avec son système d'index. En faisant cette syntaxe décrochée, donc forcément, je vais cibler mon tableau et à l'intérieur de mes crochets, je vais mettre la position ou l'index. Et vu que ça commence à 0, je vais mettre 0 ici. Et automatiquement, je vais récupérer la valeur associée à l'index 0, à savoir ici 1. Donc de la même manière, si j'ai envie de récupérer la valeur 2 ici, elle est à la position 1, parce que là c'est 0, index 0, index 1. Je vais mettre 1 à ce niveau-là. Ainsi de suite, et je pourrais facilement récupérer mes données. Donc comme on vient de le voir, le système d'index fonctionne comme étant un getter. Donc ça nous permet de récupérer la donnée et in fine, par exemple, pouvoir la réutiliser ou de la lire ici grâce au log. Mais ça peut aussi fonctionner comme un système de setter, donc ce qui veut dire que je peux écrire au niveau de cet index-là. Imaginons qu'à un moment donné de mon programme, j'ai envie de changer la valeur numéro 2, cette valeur-là, et de la faire passer à 4 pour une quelconque raison. Donc je peux mettre liste ici, je vais cibler l'index, et là je peux faire une réassignation. Donc je peux changer sa valeur et là dire que ça vaut 4. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant mon log passe de 2 à 4. Et si j'affiche complètement mon tableau, hop, voilà, je vois que maintenant mon tableau a été modifié. Donc maintenant ça passe de 1, 2, 3 à 1, 4, 3. Ça c'est très important et il faut faire très attention aussi à ça quand vous changez vos valeurs, c'est que ça va modifier votre tableau d'origine. Parlons maintenant d'une propriété que vous devez impérativement connaître si vous travaillez avec les tableaux, c'est la propriété length. Et cette propriété-là va nous permettre de récupérer la taille de notre tableau. Donc par exemple, si je fais un console ici de list.length, j'aurai 3 parce que au niveau de mon tableau, j'ai 3 éléments. Donc si je rajoute par exemple ici un autre élément, disons 10, là, ça va automatiquement passer à 4, vu qu'il y a 4 éléments à l'intérieur. Et cette propriété length va vous servir dans énormément de cas, comme on le verra par la suite. Et prenons un exemple pratique. Disons qu'on veut récupérer la dernière valeur ici. Pour cela, récupérer le dernier élément. Là, je cible
pareil, mon tableau, point length. Et vu qu'on avait dit au tout début que les valeurs commencent à l'index 0, donc là, automatiquement, la formule, ça va être toujours de faire un moins 1, d'accord? Et là, on va automatiquement récupérer la dernière valeur qui est de 10 ici. Maintenant, si je retire 10, automatiquement, mon petit programme ici est capable de recalculer et il va me retourner 3 la prochaine fois. Donc ça, c'est une formule, disons, un petit peu magique, hein, pour récupérer la dernière valeur au niveau de vos tableaux. Elle peut aussi nous servir, cette propriété-là, si on veut parcourir un tableau. Donc imaginons que vous connaissez déjà les boucles for et les boucles while, elle peut servir dans ce cas de figure-là. Par exemple, faisons une boucle for classique. Donc là, je déclare une variable i que je vais initialiser à 0. Et là, comme condition, je vais lui dire d'aller jusqu'à la fin de mon tableau. List.length, je rajoute le i++ ici. Et dans ce cas de figure-là, je peux loguer facilement list, donc mon tableau, de i. On exécute, et voilà, j'ai toutes mes valeurs. Donc i, la première itération vaut 0, donc là on aura liste de 0, après on fait une petite incrémentation, liste de 1, on affiche la valeur associée à l'index 1, puis i passe à 2, on affiche liste de 2 qui est 3, et ensuite i passe à 3, mais vu que là 3 n'est pas inférieur à list.length qui est 3 aussi, dans ce cas de figure-là, la boucle s'arrête. Et ce sera plus ou moins la même chose qu'avec la boucle while, hein. C'est juste la syntaxe qui va changer. Mais vous avez aussi, disons, des boucles qui sont plus intéressantes à utiliser, comme la boucle for. Donc là, vous pouvez vous créer une variable qu'on appellera élément. Imaginons, ça représentera un élément de notre tableau, de notre liste. Hop, donc liste. Et là, automatiquement, vous pouvez afficher et faire les traitements associés à vos éléments. De cette manière. Et l'intérêt d'utiliser ici une boucle for off, c'est que vous n'avez pas à gérer les problèmes typiques d'une boucle infinie. Quand est-ce que la boucle va s'arrêter? Est-ce que je vais dépasser la taille de mon tableau ou pas? Tout ça est géré en interne avec la boucle for off. Alors parlons maintenant des méthodes que vous pouvez appliquer au niveau de vos tableaux. Donc comme je l'avais dit, des méthodes, ce sont simplement des petits programmes qui sont nativement disponibles sur les tableaux en JavaScript et qui vont vous permettre de résoudre certaines situations. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux types de méthodes sur les tableaux. Donc vous avez les méthodes qui sont mutables et vous avez aussi les méthodes qui sont immutables. Commençons par les méthodes qui sont mutables et quelle est leur spécificité. Donc les méthodes mutables vont appliquer ce qu'on appelle une modification sur votre tableau. Donc ce qui veut dire que si vous appliquez une de ces méthodes-là, votre tableau de départ, hein, votre tableau d'origine sera modifié. Donc le résultat à la fin, c'est qu'il y aura une modification au niveau de votre tableau. Donc il faut faire très attention avec ça. Et si vous savez cette subtilité, après vous pouvez les utiliser très facilement. Donc prenons l'exemple de quelques méthodes qui sont mutables. Toutes les méthodes seront disponibles au niveau de votre tableau. Donc déjà vous faites list, point, quelque chose. Et si vous utilisez push, donc cette méthode-là va vous permettre d'ajouter un élément à l'intérieur de votre tableau. Donc imaginons que j'ajoute ici une chaîne de caractères A. Et ensuite, je vais afficher mon tableau. Liste. J'exécute mon petit programme et je vois que le A a été ajouté en fin de mon tableau. Donc ça, c'est le comportement normal de push, donc ça ajoute toujours en fin de tableau. Mais le plus important aussi, c'est que là, mon tableau de départ, vous voyez qu'il a été modifié par cette méthode-là push. Donc de la même manière, vous avez aussi pop. Et pop, ça permet de supprimer le dernier élément. Donc là, si j'applique push, donc ça va rajouter A, et si j'appelle aussi pop derrière, donc ça va le supprimer automatiquement. Ok? Et voilà, maintenant, j'ai plus le A ici. Donc pop aussi permet de modifier le tableau. Donc si je l'appelle deux fois, donc ce qui veut dire qu'il y aura deux suppressions, et là je vais me retrouver avec 1 et 2. Alors dans le même esprit, vous avez aussi la méthode endshift, qui vous permet d'ajouter un élément au tout début de votre tableau. Imaginons ici, je mets la chaîne de caractères 0, hop,
Voilà, j'ai le petit 0 qui a été pré-peint, qui a été ajouté au début de mon tableau. Et dans le même cadre, si j'ai envie de supprimer quelque chose qui est au début du tableau, je fais simplement Shift, et là je passe rien parce que automatiquement il va aller au niveau de l'index 0 et supprimer la valeur associée. Voilà, ajouter au début du tableau, c'est un Shift, supprimer au début du tableau, c'est un Shift. Donc toutes ces méthodes-là permettent de modifier le tableau. Donc je vais vous en rajouter quelques-unes. Donc vous avez aussi, par exemple, reverse, donc list.reverse, et cette méthode-là permet simplement d'inverser votre tableau. Et là, on va commencer 3, 2, 1. Et là, il y a une modification qui se passe au niveau du tableau. Dans l'autre sens, vous avez les fonctions, ou les méthodes, pardon, qui sont immutables. Et ces méthodes-là vont faire un certain traitement. Par contre, elles vont nous renvoyer soit un résultat ou soit une copie du tableau en question. Mais elles ne vont jamais, à aucun moment, toucher au tableau de départ. Prenons un exemple de la fonction concat. Si j'utilise concat va me permettre de concaténer plusieurs tableaux dans un seul et unique tableau. Donc là, imaginons que je passe à un tableau où je vais mettre 5 et 6, ou comme ça. Si je log mon tableau de départ, vous allez voir qu'il ne va pas être changé. J'ai toujours 1, 2, 3. Par contre, ici, ce que ça va renvoie, c'est une nouvelle liste. Par exemple, je peux l'appeler new list, comme ça. Et si je l'affiche, là, par contre, j'ai mon nouveau tableau qui a été créé. Donc, le mode de fonctionnement est un peu différent. Alors, dans le même esprit des méthodes qui sont immutables, vous avez ces méthodes-là qui sont très très importantes à connaître. Et on va commencer par la méthode map, list.map. Et cette méthode-là va vous permettre de faire des transformations et in fine vous retourner un nouveau tableau contenant ces transformations-là. Donc là, généralement, on va mettre une fonction fléchée. Et ce qu'on aura ici au niveau de cette fonction-là, c'est qu'elle va notamment pouvoir nous renvoyer les éléments de chaque tableau. Par exemple, je peux ici écrire éléments. Et pour l'instant, disons que si on fait un petit console.log de l'élément, hop, voilà, ça fonctionne comme étant une boucle classique, mais c'est pas l'intérêt, disons, de map. Mais disons que j'ai envie de créer un nouveau tableau, et ce nouveau tableau-là aura, disons, les multiples de 1, 2 et 3. Donc on va les multiplier par 2. Donc là, je peux faire simplement élément, je prends chaque élément, et je vais le multiplier par 2. Donc là, techniquement, cette petite opération, cette petite instruction va marcher sur des nombres, hein, mais vous ne le faites pas, par exemple, sur une chaîne de caractères. Une fois que j'ai fait ça, je peux récupérer le résultat. Par exemple, je vais l'appeler toujours newList, ici. Et je peux loguer le newList. Et j'ai mon petit nouveau tableau avec les transformations qui ont été appliquées. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant à le faire. Par exemple, imaginons qu'on a des chaînes de caractères ici, A, B, ainsi que C. Voilà, on sait qu'elles sont minuscules. Dans ce cas de figure-là, je pourrais prendre les éléments qui vont être un caractère à la fois, et je peux appliquer les méthodes qui sont applicables sur les chaînes de caractères. Par exemple, to uppercase. Donc là, j'aurai un nouveau tableau avec les valeurs qui seront en majuscules. Juste là, c'est une méthode, il faut utiliser les parenthèses pour l'appeler. Et j'ai A, B, C. Donc c'est vraiment très très fort. C'est une fonction qui est assez intéressante à utiliser pour faire des transformations au niveau de vos tableaux. Alors, dans le même esprit, vous avez aussi la méthode filter. Et pareil, elle va prendre une fonction qui va nous retourner notamment l'élément. Et disons que l'esprit de filter, c'est de filtrer selon les conditions et de nous retourner un résultat dans un nouveau tableau. Imaginons que j'ai envie de récupérer tous les éléments qui sont supérieurs à 1. Donc là, je pourrais faire simplement élément supérieur à 1. Et là, j'aurai mon résultat dans ma nouvelle liste. Je vais pouvoir loguer la nouvelle liste. Imaginons que j'ai envie de récupérer tous les éléments qui sont impairs. Donc là, je pourrais dire, je pourrais prendre mon élément modulo 2 s'il est différent de 0. Donc si j'ai un reste, là, je sais que c'est un élément qui est impair. Donc ça, filter, ça vous permet de récupérer des éléments dans un nouveau tableau qui vont respecter une condition que vous donnez ici.
Alors, dans le même esprit, vous avez aussi find. Par contre, find va vous retourner seulement le premier élément qui va respecter cette règle-là. Donc là, si j'utilise find au lieu de filter, je vais récupérer uniquement la première valeur qui va satisfaire ici. Donc ça ne va pas parcourir tout le tableau si elle trouve un élément avant la fin du tableau, tout simplement. Voilà. Et donc là, ici, on a simplement une seule valeur au lieu d'un tableau contenant des valeurs. Alors, vous avez aussi sum, qui est très intéressante à utiliser. Et sum va nous retourner ce qu'on appelle un booléen. Donc soit true, soit false, selon la condition. Si on a un élément qui respecte la condition, on aura true. Si on n'a aucun élément qui respecte la condition, on aura false. Imaginons qu'on veut voir si on a un élément qui est supérieur à 4. Donc ici, on ne l'a pas. Donc là, dans l'absolu, ça va nous retourner false. Mais si, par exemple, je dis, est-ce qu'on a un élément qui est supérieur à 0? Hop, là, ça va nous renvoyer true. Donc ça, c'est parfait. Dans le même esprit aussi, vous avez every. Par contre, la every, ça va toujours nous retourner un booléen, mais pour que ça puisse nous retourner true, il faudrait que tous les éléments du tableau répondent vrai à cette question. Donc là, techniquement, tous mes éléments sont supérieurs à 0. Donc là, j'aurai true. Mais si je dis par exemple, est-ce que tous mes éléments sont supérieurs à 2, j'ai ici 1 et 2 qui ne sont pas supérieurs à 2. Et dans ce cas de figure-là, j'aurai false comme résultat, vu qu'il n'y a qu'un seul élément, et dans le cas de figure de every, il faudrait vraiment que tous les éléments répondent à vrai à la condition. Et là, j'aurai false. Donc ça peut être utile dans certaines situations. Et juste pour finir avec ces fonctions-là, vous avez la fonction reduce qui est très intéressante et qui va fonctionner comme un sorte de réducteur. Imaginons qu'on veut faire la somme de toutes ces valeurs-là de nos tableaux et récupérer un résultat. Et là, ce qu'on récupère ici, ce qu'on appelle un accumulateur, je vais juste vous l'expliquer, et la valeur. Et là, ce qu'on peut faire, c'est dire simplement accumulateur plus la valeur. Si j'exécute, et là, je me retrouve avec 6, qui est la somme de 3, 2 et 1. Alors, la valeur, très simple, c'est sur chaque itération, donc à chaque fois que ça parcourt un tableau, ça va nous récupérer la valeur en question, donc un élément en question. Par contre, l'accumulateur, ici, c'est celui qui va accumuler le résultat. Par défaut, il va commencer à 0, et quand on fait, par exemple, 0 plus 1, ça fera 1, donc 1 sera stocké ici. Après, on passe à 2. Accumulateur, ça vaut 1, donc 1 plus 2, ça fait 3. Donc 3 sera stocké au niveau de l'accumulateur, et ensuite la dernière valeur ici c'est 3, donc 3 plus 3, ça fera 6, et in fine, ça va nous retourner 6. Donc reduce aussi, c'est quelque chose d'assez puissant. Toutes ces méthodes-là, hein, il faut remarquer que ce sont des méthodes qui sont immutables et qui ne vont pas changer votre tableau. Soit elles vont vous retourner une copie contenant les nouvelles transformations ou les nouveaux filtres appliqués, soit elles vont vous retourner une valeur en question selon la méthode que vous allez utiliser. Mais elles ne vont jamais toucher au tableau de base. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez vous rendre au niveau de la documentation officielle de JavaScript, hein, donc qui est MDN, hein, qui est la référence si vous voulez apprendre le JavaScript, et vous pouvez vous rendre au niveau de la page parlant des tableaux. Et donc ici, vous avez la description, qu'est-ce que c'est que les tableaux, des exemples concrets, et notamment toutes les méthodes. Hein. Donc là, ici, vous avez la liste exhaustive de toutes les méthodes que vous pouvez appliquer sur les tableaux. Et il faut juste faire attention à la valeur de retour et aussi à ce qu'elle modifie le tableau ou à ce qu'elle ne le modifie pas. Mais après, pour chaque méthode, par exemple ici pour la méthode forEach que je n'ai pas mentionné, vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle prend comme argument, la valeur de retour, etc. etc. Donc sur cela, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.